Elle ne m'avait pas vu là. C'est la seule raison pour laquelle je sais que ce que j'ai vu était réel. Si elle avait su que je la regardais, elle aurait retiré sa main de son torse une seconde plus tôt. Elle se serait reculée plus vite quand elle lui a chuchoté à l'oreille, et elle n'aurait certainement pas souri de cette façon. Ce sourire qu'elle avait l'habitude de m'adresser quand nous formions encore un vrai couple. C'était la soirée de fin d'année, pas la nôtre, celle de sa boîte à la Défense. Vous savez, ces soirées avec des sculptures de glace ridicules et des cocktails signatures qui portent le nom des projets sur lesquels ils se passionnent. Elle m'avait fait promettre de venir cette fois, disant que j'allais adorer, que ça nous ferait du bien. Ça aurait dû être le premier signal d'alarme. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire nous, comme s'il s'agissait d'une antiquité fragile qu'elle n'était plus tout à fait sûre de vouloir garder sur son étagère. Je suis arrivé avec une heure de retard parce que, visiblement, j'avais encore foi dans les parkings souterrains parisiens. Je transpirais à travers ma chemise bon marché quand je suis arrivé, mais j'ai essayé de faire bonne figure. Je n'ai même pas pris un verre. Je me dirigeais vers le bar quand je l'ai vu près du mur du fond, sous ces petites guirlandes lumineuses prétentieuses qu'il accroche à chaque faux événement d'entreprise soi-disant intime. Elle riait, elle rayonnait même, et puis j'ai vu vers qui elle rayonnait. Un type, grand, bronzé, les manches retroussées, le genre de mec qui sent lui la barbe hors de prix et qui appelle votre femme ma grande alors que vous ne l'avez jamais rencontrée. Et elle avait sa main posée sur son torse, juste là, comme si c'était sa place. Je suis resté figé, pas parce que j'étais déjà en colère, mais parce que j'ai reconnu l'expression sur son visage. C'était de la joie, une joie pure, sans filtre, insouciante, et je ne l'avais pas vu me regarder comme ça depuis plus d'1 an. Je suis resté là assez longtemps pour comprendre que ce n'était pas la première fois qu'elle le touchait de cette façon. Quand elle a fini par se tourner et m'apercevoir, oh, alors là, elle a retiré sa main comme si elle s'y était posée par accident, comme si ce n'était rien du tout. Elle m'a fait signe d'approcher, et j'ai fait demi-tour. Je ne suis pas allé vers elle. Je n'ai pas fait de scandale. Je ne lui ai même pas dit que j'avais tout vu. Je suis juste parti, j'ai descendu les 3 étages par les escaliers, je suis passé devant le vigile de l'accueil qui m'a demandé si ça allait, et je me suis assis dans ma voiture pendant 27 minutes, le chauffage à fond, les poings serrés si fort que mes ongles ont laissé des demi-lunes dans mes paumes. Et quand j'ai enfin démarré le moteur, je savais que je ne retournerais jamais à cette version de ma vie. Jen avait fini de faire semblant. Jen avait fini d'être le mari qui attend poliment que sa femme rentre à la maison en sentant les hauts de colonne d'un autre et qui appelle ça du team building. Je ne lui ai pas envoyé de SMS. Je ne l'ai pas appelé. Je suis juste rentré chez nous, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai envoyé ma lettre de démission pour ce travail que je détestais mais que je gardais parce qu'il l'a sécurisé. J'ai choisi de penser à moi, pour une fois. Camille est rentrée 3 heures plus tard, ivre de rire et de gin tonic. Je préparais un sac en silence. Elle m'a demandé ce que je faisais. J'ai prononcé une seule phrase, s'il n'est qu'un ami, ça ne te posera aucun problème de te réveiller sans moi demain. Et je suis sorti. Le lendemain matin, je m'attendais à du silence, peut-être un message froid, ou rien du tout. Mais à la place, je me suis réveillé avec 15 appels en absence et une série de messages qui ont commencé calmement pour devenir de plus en plus frénétiques. On peut parler ? S'est transformé en ce n'est pas juste. Et puis, pourquoi tu fais ça ? Suivi de celui qui m'a finalement fait rire d'incrédulité, tu prends des proportions démesurées. Je n'ai pas répondu. J'étais assis dans une chambre d'un hôtel Ibis en bordure de rocade, à 20 km de Paris, sirotant un café amer dans un gobelet en carton, fixant la peinture écaillée du mur et me demandant depuis combien de temps elle me manquait. Vous savez ce qui est fou ? Ce n'était même pas le contact physique. Ce n'était pas le murmure, le rire ou même le sourire narquois que ce type m'a lancé quand il a fini par remarquer que je regardais. C'était l'aisance, la facilité avec laquelle elle faisait tout ça. Comme si elle l'avait déjà fait. Comme si elle n'avait pas peur d'être prise sur le fait parce qu'il n'y avait rien à cacher. Parce que dans son esprit, c'était déjà devenu normal. Vers midi, elle s'est pointée chez ma sœur. C'est laquelle supposait que j'irais, mais je n'y étais pas. Je l'ai regardée via la caméra de l'interphone connecté alors qu'elle se tenait à la porte, feignant d'être calme, essayant de cacher qu'elle tremblait. Elle a dit à ma sœur qu'elle avait juste besoin de dissiper un malentendu. Ma sœur, Dieu la bénisse, lui a répondu que je ne voulais pas être retrouvée à moins que Jen prenne la décision moi-même. Camille a forcé un sourire, l'a remercié poliment et s'est éloignée les poings serrés. Ce soir-là, j'ai finalement décroché quand elle a appelé.
Je n'aurais pas dû, mais la curiosité est une maladie quand on a joué avec votre cœur. Sa voix était chevrotante, pleine d'une innocence répétée. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce que je pensais avoir vu, mais que ce n'était pas ce que je croyais. Un grand classique. Je lui ai demandé depuis combien de temps elle et Julien étaient que des amis. Elle a soupiré, a dit que je manquais de confiance en moi, que je tirais toujours des conclusions hâtives, que j'avais besoin de voir un psy. J'ai failli raccrocher, mais sa voix a craqué, juste un peu, presque imperceptiblement. Elle m'a demandé où j'étais, m'a supplié de rentrer à la maison pour qu'on parle en personne, a dit qu'on devait arranger ça, qu'elle ferait n'importe quoi pour réparer ça. C'est là que j'ai percuté. S'il ne s'était rien passé, si elle croyait vraiment que j'étais juste irrationnel, pourquoi avait-elle peur? La culpabilité a une tonalité bien à elle, et je l'ai entendu se cacher sous ses mots. Alors je lui ai donné une chance. Je lui ai dit que je reviendrais à une seule condition, une honnêteté totale. Je voulais chaque message, chaque journal d'appel, chaque photo, absolument tout entre elle et Julien étalé devant moi. Aucun mensonge, aucun filtre. Elle a hésité, a dit qu'elle trouvait ça intrusif, qu'elle ne voulait pas instaurer ce genre de précédent dans notre mariage. J'ai répondu, il n'y aura plus de mariage du tout si tu ne le fais pas. Elle a raccroché. C'était sa réponse. Elle n'a pas rappelé, pas envoyé de message, silence radio. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne connaissais pas, c'était une capture d'écran, une sœur, une conversation par SMS entre elle et Julien, datant du mois de Julien, tu es sûr qu'il ne va pas le découvrir? Camille, pas à moins que tu dises quelque chose. Il pense encore que je fais des heures sup. Aucune explication, aucun nom d'expéditeur, rien. J'ai fixé cet écran jusqu'à ce que ma main s'engourdisse. Et tout d'un coup, le sol sur lequel je me tenais s'est effondré. Je n'ai pas répondu au numéro inconnu. Ce n'était pas la peine. Cette seule capture d'écran avait déjà fait son travail. Ce n'était pas seulement une preuve, c'était la confirmation de quelque chose de bien pire, je n'étais pas fou. Depuis des mois, peut-être plus, je vivais dans une version de la réalité qu'elle avait soigneusement montée pour moi. Et maintenant, les images non censurées fuitaient. Je suis resté assis longtemps à fixer mon téléphone, rejoint d'anciens moments avec de nouveaux sous-titres dans ma tête. Les dîners de travail qui s'éternisaient. Les douches soudaines à la seconde où elle rentrait à la maison. La façon dont elle avait commencé à protéger son téléphone comme s'il contenait des secrets d'État. Toutes ces fois où elle avait soupiré en disant que je me faisais des films. Il s'avère que je ne m'en faisais pas assez. Cette nuit-là, elle a fini par rappeler. Un ton différent cette fois. Plus bas, plus lent, comme si elle testait chaque mot avant de le laisser sortir de sa bouche. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que je recevais des messages et voulait savoir qui essayait de nous saboter. Je lui ai posé une question, juste une seule, et elle a aspiré tout l'air de la conversation. Combien de fois tu lui as dit que tu faisais des heures supplémentaires? Silence. Pas le genre de silence confus. Pas le genre offusqué. Le genre de silence où quelqu'un fait des calculs mentaux à toute vitesse, essayant d'évaluer combien de contrôle des dégâts est encore possible. Elle a fini par dire qu'elle ne s'en souvenait pas, que ce n'était pas juste de l'interroger, que j'agissais comme une personne différente ces derniers temps. Cette partie m'a piqué parce qu'elle avait raison. J'étais différent. J'étais enfin réveillé. Je lui ai demandé si elle l'avait déjà amené chez nous. Elle a ri nerveusement et a répondu, bien sûr que non. Une seconde trop vite. Puis elle a changé de sujet et s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois. Elle a dit qu'elle se sentait abandonnée. Elle a dit que j'étais parti au lieu de me battre pour lui. Elle a dit que quitter mon travail était imprudent et égoïste et prouvait que je n'avais pas les idées claires. J'ai presque présenté mes excuses. À ce point j'étais dressé. Mais ensuite, je me suis souvenu du SMS. Il pense encore que je fais des heures sup. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace, d'un vrai espace, pas de celui où l'un de nous dort sur le canapé du salon en faisant semblant que c'est temporaire. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse enfoncer le couteau plus profondément. Le lendemain, je suis retourné à l'appartement pendant qu'elle était au travail. Pas pour me réconcilier, mais pour récupérer le reste de mes affaires. Je me déplaçais silencieusement, comme un invité qui a abusé de l'hospitalité. Et c'est là que je l'ai trouvé. Pas un téléphone caché, pas de la lingerie, quelque chose de pire. Un petit sac cadeau fourré derrière les manteaux d'Yves dans le placard de l'entrée. À l'intérieur
l'intérieur se trouvait une tasse, en céramique noire, avec des lettres dorées, 1. Sur le dessous, écrit au marqueur, se trouvaient ces mots, pour avoir survécu à nos soirées de travail ensemble. Je suis resté là, la tenant, me sentant ridicule de trembler pour quelque chose d'aussi stupidement petit. Mais cette tasse n'était pas pour moi. Elle n'était pas destinée à rester dans la maison. Elle était faite pour être cachée, préservée, comme un souvenir. En partant, je n'ai pas pris la tasse. Je l'ai laissée exactement là où elle était. Je voulais voir si elle s'en rendrait compte. Je voulais savoir à quelle fréquence elle retournait à cet endroit, pour vérifier, comme un sanctuaire secret. Ce soir-là, elle a rappelé, en colère cette fois. Elle a dit qu'elle savait que j'avais été dans l'appartement. Elle m'a demandé ce que je cherchais. Je lui ai dit que j'avais trouvé quelque chose. Elle a demandé quoi. J'ai répondu rien et j'ai attendu. Sa respiration a changé. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Elle a commencé à s'expliquer sans que je le demande. Elle a dit que ça ne voulait rien dire. Elle a dit que le cadeau ne signifiait pas tromper. Elle a dit que les connexions émotionnelles n'étaient pas physiques. Elle a dit que je jetais des années de mariage par la fenêtre à cause de mauvaises interprétations. Je lui ai dit que je ne sais pas. Je n'avais juste marre de tout porter tout seul. Et c'est laquelle a dit la seule chose que je n'oublierai jamais. Si tu n'avais pas été aussi distant ces derniers temps, je n'aurais pas eu besoin de quelqu'un d'autre à qui parler. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que la vérité avait enfin arrêté de bouger. Et le lendemain matin, j'ai reçu un autre message de ce même numéro inconnu. Cette fois, ce n'était pas une capture d'écran. C'était une adresse et un message en dessous. Tu mérites de tout savoir. Si tu veux l'histoire complète, retrouve-moi ici demain. J'ai fixé l'écran, le cœur battant à tout rompre, sachant que ce qui m'attendait là-bas allait encore tout changer. Et pour la première fois depuis mon départ, je n'avais pas peur. J'étais prêt. L'adresse se trouvait dans un quartier de Montreuil dont je n'avais jamais entendu parler, la rue des Érables, nichée derrière une rangée de vieilles maisons de ville et une laverie automatique qui avait l'air fermée depuis les années 90. Je l'ai fixé sur le plan pendant ce qui m'a semblé être une heure. J'ai dû zoomer 20 fois, espérant trouver un indice qui rendrait la décision plus facile. Je ne savais même pas qui avait envoyé le message. Aucun nom, aucun contexte, juste tu mérites de tout savoir. Je suis arrivé avec 20 minutes d'avance. Je me suis garé 2 maisons plus loin et je suis resté là dans ma voiture, moteur coupé, à observer la porte d'entrée comme si j'étais un plan. C'était une location banale à un étage, beige avec des finitions vertes, une seule lumière de Porsche, pas de voiture dans l'allée. Les fenêtres étaient fermées, les rideaux tirés. J'ai failli partir. J'avais une main sur la clé de contact quand la porte d'entrée s'est ouverte et il est sorti. Julien. Pas de costume cette fois, juste un jogging et un t-shirt moulant. Les cheveux en bataille comme s'il venait de sortir du lit. Et il n'était pas seul. Une femme l'a suivi, peut-être à la fin de la vingtaine, tenant un téléphone dans une main et des clés dans l'autre. Elle avait l'air furieuse. Elle disait quelque chose rapidement et d'un ton sec, mais je n'arrivais pas à comprendre quoi. Julien avait l'air d'essayer de la calmer, les mains légèrement levées, l'expression neutre. Elle est montée dans sa voiture et a démarré. Il est rentré à l'intérieur sans me remarquer. 10 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Le même numéro inconnu. La porte est déverrouillée. Chaque nerf de mon corps me hurlait de ne pas y aller, mais je l'ai fait. Je suis sorti, j'ai marché jusqu'au Porsche, les mains moites en cherchant la poignée, et j'ai poussé la porte. La maison était silencieuse, trop silencieuse, sombre avec cette étrange immobilité qui n'existe que dans les endroits où les gens vivent mais ne s'aiment pas. J'ai fait 2 pas à l'intérieur et j'ai entendu une voix venant de la cuisine. « Vous êtes Antoine ?» J'ai tourné le coin et je l'ai vue, la même femme que dans l'allée. Elle n'était pas partie. Elle était assise à la table de la cuisine, une jambe repliée sous l'autre, un ordinateur portable ouvert devant elle. Ses yeux étaient fatigués, rougis, mais concentrés. « Fermez la porte », a-t-elle dit. « Je ne veux pas qu'il nous entende. » J'ai fait ce qu'elle m'a demandé, je me suis assis en face d'elle comme si j'étais entré dans une séance de thérapie à laquelle je ne m'étais pas inscrit. « Je suis Chloé », a-t-elle dit. J'étais la petite amie de Julien jusqu'à il y a 2 heures. J'ai eu la bouche sèche.
Elle n'a pas attendu que je reprenne mes esprits. C'est moi qui vous ai envoyé les SMS, a-t-elle déclaré. J'ai trouvé votre numéro dans son journal d'appel. Camille. Je me suis dit que vous devriez savoir, vu que, eh bien, ils n'étaient pas exactement doués pour effacer leurs traces. Elle a tourné l'ordinateur portable vers moi. Le dossier était déjà ouvert. Des dizaines de captures d'écran, d'enregistrements d'écran, de photos. Je ne pouvais plus parler. Je ne fouillais pas dans son téléphone pour être sournoise, a-t-elle expliqué. Je cherchais parce que je savais. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Celui qui reste coincé dans votre estomac et qui murmure « Tu n'es-ce pas folle ?» Quelque chose cloche. J'ai hoché la tête. Elle a cliqué sur un fichier vidéo. C'était un enregistrement d'écran des SMS de Julien. Elle était là, Camille, ma femme. Les messages n'étaient pas de la drague. Ils n'étaient même pas romantiques. C'était pire. Ils étaient intimes, ils parlaient de moi, du fait que je ne prenais jamais d'initiative, que je ne la stimulais jamais, de la façon dont le confort ressemblait à un cercueil, de la façon dont elle aimerait que je parle tout simplement, mais qu'elle n'avait pas le courage d'être celle qui mettrait fin à l'histoire. Chaque mot était humain. Chloé est restée assise silencieusement pendant que je regardais, comme si elle avait déjà pleuré toutes ses larmes, et qu'elle attendait simplement que j'encaisse le coup. À un moment donné, j'ai carrément ri, un rire anévrisé. Camille m'avait dit un jour que j'étais la seule personne avec qui elle pouvait vraiment être elle. Apparemment, ce n'était pas un compliment. Ils prévoyaient déménager ensemble, a dit Chloé d'un ton plat. Pas tout de suite, mais elle allait me demander de faire une pause après le nouvel an. Laisser les choses se tasser. Pendant ce temps, elle allait s'installer dans cette maison comme si c'était juste une étape naturelle. J'ai regardé autour de moi. La cuisine était petite. Il y avait 2 tasses dans les vitres. L'une disait Boston. L'autre avait mes initiales, mes vraies initiales. Elle lui avait acheté une tasse avec mes initiales dessus. Chloé a eu un sourire. Celle-là était à moi. Je la lui ai offerte quand on a emménagé au centre. Je suppose qu'elle a survécu à la première trahison. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une routine pour lui. Je me suis levé, l'estomac noué, la tête battante. Chloé n'a pas essayé de m'arrêter, elle m'a juste tendu une clé USB. Tout est là-dessus. J'aime y finir avec lui. Vous devriez en finir avec elle. Je n'ai pas dit merci. Je n'ai rien dit. Je suis juste parti. Je suis sorti de la maison, de cette réalité malsaine, pour entrer dans une version de ma vie que je n'aurais jamais cru vivre. J'ai conduit en silence, la clé USB me brûlant la poche comme si elle pesait 50 kilos. Et quand je suis retourné dans ma chambre d'hôtel Ibis, je l'ai branchée sur mon ordinateur. La première chose que j'ai ouverte était une vidéo. Ça commençait dans la salle de repos de leur bureau. Une fête, des ballons, un gâteau. Camille assise sur les genoux de Julien, sa main sous la table. Son sourire qui ne m'était pas destiné. Et j'ai réalisé que ça n'avait pas commencé à la soirée de fin d'année où je les avais vus. Ça avait commencé bien avant ça. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai regardé chaque vidéo, lu chaque message. J'ai parcouru les captures d'écran que Chloé avait collectées comme si j'étudiais pour un examen final dont personne ne m'avait jamais prévenu. Je voulais trouver quelque chose, n'importe quoi, qui prouve que ce n'était qu'un moment de faiblesse, une erreur stupide. Mais ce que j'ai trouvé à la place, c'était de la constance, une routine. Ce n'était pas une aventure passionnée. C'était structuré, prudent et froid. Ce qui m'a le plus détruit, ce n'était pas les flirts ou les visites nocturnes. C'était la fréquence à laquelle il parlait de moi comme si j'étais un problème à résoudre. Comme si j'étais un inconvénient mineur qu'il devait contourner. Camille avait carrément écrit « C'est le genre d'homme qui ne partira jamais à moins que je lui fasse croire que c'était son idée ». Donc, elle l'avait planifié. La soirée, la distance, les disputes, elle orchestrait ma sortie. En douceur, sans se salir les mains. Le lendemain, je lui ai envoyé un message, court et précis. Je sais. J'ai tout vu. Je ne veux pas de ta version. Je veux ton silence. Je pensais que ce serait la fin. Ce ne le fut pas. Elle s'est pointée à mon hôtel ce soir-là. Je me brossais les dents quand j'ai entendu frapper. J'ai regardé par le Judas et elle était là.
Les cheveux en bataille, un sweat à capuche, pas de maquillage, juste debout avec un sac en papier et ce drôle de mélange de culpabilité et de défiance sur le visage. J'ai ouvert la porte parce que je voulais voir comment elle allait tourner la chose. Parce qu'une part de moi voulait encore qu'elle mente, juste pour que je puisse arrêter d'espérer qu'elle soit enfin honnête. Elle m'a tendu le sac. À l'intérieur, il y avait ma montre, quelques chargeurs et un mot. Elle n'a rien dit tout de suite, elle est juste entrée dans la chambre et s'est assise sur le bord du lit comme si elle y avait encore sa place. Je suis resté près de la porte. J'ai fait des erreurs, a-t-elle fini par dire, mais tu n'étais pas innocent non plus. Je n'ai pas répondu. Elle a levé les yeux, les larmes au bord des cils. Tu as cessé d'être présent il y a longtemps. Tu étais toujours fatigué, toujours distrait. Je me sentais seul dans notre mariage. Alors, tu as réglé ça en te glissant dans le lit de quelqu'un d'autre. Ai-je demandé, la voix tremblante. Ce n'était pas comme ça. J'ai sorti la clé USB et je l'ai brandie. Alors, c'était comment? Son visage s'est vidé de toute expression. Elle n'a pas demandé ce qu'il y avait dessus. Elle le savait déjà. Ce silence en disait plus que n'importe quelles excuses ne pourraient jamais le faire. Tu n'aurais jamais dû voir ça, a-t-elle murmuré. Et pour la première fois, j'ai souri, pas de joie, mais de lucidité. Exactement, ai-je dit, parce que tu n'avais jamais prévu de dire la vérité. Tu voulais juste que je disparaisse discrètement. Elle avait l'air sur le point de pleurer, mais je m'en fichais complètement. Le charme était rompu. La femme assise devant moi n'était pas la femme que j'avais épousée. Ou peut-être qu'elle l'avait toujours été, et j'avais juste passé trop de temps à lui accorder le bénéfice du doute. Elle cesse de lever pour partir, mais avant d'atteindre la porte, elle cesse de retourner. Julien ne signifiait rien, a-t-elle dit doucement. Mais il y a autre chose que je dois te dire. Quelque chose de pire. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu. Elle a hésité, a pris une inspiration. Tu te souviens de ce séminaire auquel je suis allé au printemps dernier, à Genève? J'ai hoché la tête lentement. Elle a cligné des yeux fortement, comme si la vérité était physiquement douloureuse à libérer. Je n'y suis jamais allé. J'ai eu l'estomac noué, et elle est sortie. Je suis resté figé là un moment, la porte encore entrouverte. Ces mots résonnaient comme une alarme incendie dans une église. Je n'y suis jamais allé. Le séminaire de Genève remontait à 5 ans. Je m'en souvenais clairement parce que je l'avais conduite à l'aéroport d'Orly à 6 h du matin, à moitié endormie, portant sa valise à roulettes bourrée à craquer dans les escaliers. Elle m'avait embrassé 2 fois avant de sortir de la voiture, m'avait dit que je lui montrais. Je me souviens même qu'elle m'avait envoyé un texto plus tard dans la soirée avec les photos de la vue de sa chambre d'hôtel. Le lac Léman au loin, l'horizon illuminé. Mais maintenant elle me disait que ça n'avait jamais eu lieu. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait. Je ne savais pas où elle était réellement allée, ni avec qui elle était. Mais je savais que cette photo devait être fausse, ou ancienne, ou appartenir à quelqu'un d'autre. Et je savais que je vivais dans un mariage fondé sur des photos mises en scène et des mensonges soigneusement scénarisés. Cette nuit-là, j'ai ouvert un ancien disque dur où nous avions sauvegardé nos photos communes. Les anniversaires, les road trips, les célébrations. J'ai parcouru des dizaines d'albums, mais un détail n'arrêtait pas de me revenir en tête. La photo de l'hôtel qu'elle avait envoyé de Genève était presque identique à celle que nous avions prise ensemble 2 ans auparavant, lors d'un voyage pour rendre visite à son cousin. Le même angle, la même vue, mais dans sa version, les couleurs étaient légèrement ajustées, le cadre plus serré. Elle m'avait cliqué au montage. J'ai comparé les métadonnées, même nom de fichier, même redatage. Elle m'avait envoyé une vieille photo pour me vendre un nouveau mensonge. Je ne pouvais plus respirer. Ce n'était pas juste une tromperie, c'était de la manipulation, à plusieurs niveaux, prémédité. Elle avait pris un souvenir que nous avions créé ensemble et l'avait détourné pour justifier son absence. La cruauté de cet acte m'a paru personnel d'une manière que je ne saurais expliquer. J'ai creusé plus profondément, et cherché de regretter. Cette semaine d'avril, alors qu'elle était censée assister à des conférences et des événements de networking, elle avait passé 23 appels à un numéro que je ne reconnaissais pas, tous entre 22 h et 1 h du matin. J'ai copié le numéro et je l'ai passé dans une application de recherche. Il appartenait à un certain Laurent Dubois, pas Julien. Un nouveau nom, un nouveau secret. J'ai cherché dans ses contacts, rien.
J'ai cherché dans notre calendrier partagé, toujours rien. Mais ensuite j'ai vérifié notre profil Netflix commun et j'ai trouvé son nom. Elle avait utilisé notre compte pour se connecter sur une Smart TV dans une chambre d'hôtel, dans une toute autre ville. L'historique montrait un film regardé pendant la semaine du séminaire de Genève, Before Sunset, un film que nous avions regardé lors de notre premier rendez-vous. Ce n'était pas une coïncidence. Mes mains tremblaient alors que je cliquais sur les localisations Wi-Fi du compte. L'adresse IP localisait un hôtel de charme à Annecy. Donc elle n'était pas allée à Genève. Elle était allée à Annecy avec Laurent. Je ne savais pas encore qui il était, mais je savais que ce n'était plus juste une seule erreur désormais. Julien n'était pas le début, il était le milieu, ou peut-être même pas ça. Il y avait tout un passé derrière elle que je n'avais pas encore vu, et maintenant il se détricotait, fil par fil, sur mes genoux. Je lui ai envoyé un seul SMS, qui est Laurent Dubois. Elle n'a pas répondu. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un appel d'un autre numéro. J'ai décroché, une voix d'homme, c'est Antoine ? Qui est à l'appareil ? La voix a hésité. Vous avez envoyé un message à ma femme. La voix de l'homme au téléphone n'était pas forte. Elle n'était pas en colère. Elle était mesurée, comme s'il avait répété cet appel dans sa tête une douzaine de fois avant de le passer réellement. Comme s'il était prêt à partir en guerre, mais seulement si je lui en donnais une raison. Vous avez envoyé un message à ma femme, a-t-il répété. J'ai envoyé un message à Camille, ai-je dit lentement. Alors à moins qu'elle ne lui ait donné un faux nom de famille, intervint soudainement une deuxième voix. Une femme. Calme, tranchante et qui en avait visiblement fini de jouer. Laurent Dubois est marié avec moi. Je me suis figé. L'homme au bout du fil, Laurent, a essayé de dire autre chose, mais elle l'a de nouveau coupé. J'utilise son téléphone. Vous n'avez pas besoin de l'entendre. C'est moi que vous devez entendre. Je me suis levé sans même rendre compte. Le téléphone pressait si fort contre mon oreille que je pouvais entendre mon pouls. Elle s'est présentée comme étant Sophie Dubois. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé mon numéro en fouillant dans les messages de Laurent après avoir remarqué des débits sur leur carte de crédit commune provenant d'un hôtel à Annecy. Elle a appelé l'hôtel, a demandé l'historique des clients. Quand le directeur a dit que la réservation était au nom de Camille, le nom de ma femme, elle n'a pas crié. Elle a commencé à rassembler des preuves. Votre femme et le mien étaient ensemble pendant 4 nuits. Chambre 208, à Annecy. Le reçu indiquait forfait lune de miel. Lune de miel. J'ai dû m'asseoir. Sophie a dit qu'elle avait attendu avant de me contacter pour être sûre d'avoir quelque chose de concret. Puis elle m'a demandé si j'avais déjà entendu parler d'un chalet dans les Vosges. Ce n'était pas le cas. Elle m'a dit de vérifier les transactions Lydia de Camille. Je l'ai fait. C'était là, enterré entre des frais de toilettage pour chien et un cadeau d'anniversaire pour sa nièce, un paiement à une certaine Martha et une note, un chalet avec sucre d'orge et singe maléfique. Je lui avais posé des questions sur ce voyage. Elle m'avait dit que c'était une escapade entre filles avec son ami Manon, elle m'avait même montré des photos. Mais maintenant je réalisais que c'était toutes des selfies. Personne d'autre n'était dessus. Sophie avait retrouvé la trace de Martha des grâce au paiement. Ce n'était pas une amie. C'était la propriétaire d'un chalet privé en location qui s'adressait aux retraites romantiques. Camille avait de nouveau été avec Laurent, mais voici où ça devenait pire. Sophie a dit que tout cela durait depuis plus d'un an. Que Camille et Laurent s'étaient rencontrés lors d'une conférence régionale sur le marketing, étaient restés en contact et se retrouvaient dans différentes villes tous les quelques mois en disant à leurs conjoints respectifs qu'il était en déplacement professionnel. Alors pendant que je pensais que ma femme s'épanouissait professionnellement, j'ai marmonné, elle faisait juste que recommencer. Sophie a expiré. Écoutez, je n'ai pas appelé pour vous faire vous sentir plus mal. J'ai appelé parce que je pense que nous pouvons nous entraider. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais la façon dont elle l'a dit m'a donné des frissons. Je le quitte, appel poursuivi, demain. J'ai déjà parlé à un avocat, mais si vous voulez faire les choses bien, si vous voulez riposter sans lever le petit doigt, alors j'ai une idée. Je n'ai pas répondu. Elle a attendu. J'ai accès aux emails, aux localisations, aux anciens agendas. Vous avez dit que vous étiez déjà parti. C'est bien. C'est fort, mais croyez-moi, vous ne voulez pas juste tourner le dos à tout ça. Vous voulez brûler la carte derrière vous. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non,
Mais le lendemain matin, j'ai rencontré Sophie en personne, et ce qu'elle m'a remis ferait en sorte que Camille ne le voie jamais venir. Le plan de Sophie était d'une précision totale. Pas de cris, pas de scène, juste une exposition propre et contrôlée. Elle avait tout imprimé, des emails, des photos, des reçus de voyage, et même une page du livre d'or du chalet dans les roues du Camille avec dédié un cœur à côté de ses fausses initiales et de celles de Laurent. Sophie voulait une dernière confrontation selon nos propres termes, pas les leurs. Je ne voulais pas me venger. Je voulais de la clarté, tourner la page, et juste un peu de dignité après avoir été traîné à travers tant de couches de tromperie que, honnêtement, je ne reconnaissais même plus qui j'étais devenu dans ce mariage. J'étais fatigué d'être celui qui était confus, celui qui s'excusait, le gars qui faisait ses valises en silence pendant que la personne qui le trahissait continuait à dicter les règles. Nous avons choisi un terrain neutre, le cabinet d'avocat de Sophie. Simple, stérile, silencieux. Camille est arrivée la première. Elle avait l'air fatiguée mais confiante, pensant probablement que nous étions là pour une médiation ou pour discuter des prochaines étapes. Elle s'est assise en face de moi et a souri comme si c'était une performance qu'elle avait déjà répétée. Puis Sophie est entrée, a laissé tomber le dossier sur la table et a dit « Il sait tout ». Camille a cligné des yeux une fois, deux fois, puis a tendu la main vers le dossier comme s'il allait la mordre. Elle l'a ouvert et a pâli. Aucun mot, juste ce regard, comme si le sol s'était dérobé sous sa chaise. Je n'ai pas triomphé. Je ne l'ai même pas regardé. Je l'ai laissé lire. Ensuite, je me suis levé et j'ai posé une petite boîte en velours sur la table. Son alliance, celle qu'elle avait laissée dans le tiroir de la salle de bain quand elle pensait que je ne le remarquerais pas. Je ne suis plus en colère, ai-je dit, en croisant enfin son regard. Jen est juste finie. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait s'expliquer, mais aucun son n'est sorti. Sophie cesse d'avancer et lui a tendu une deuxième enveloppe, celle-ci venant de son propre avocat. Camille l'a regardée comme si elle était radioactive. Je vous conseille de ne pas ignorer celle-là, a dit Sophie. Ce n'est plus juste une simple rupture maintenant. Et puis nous sommes partis. Cela fait 4 mois depuis ce jour. Mon divorce a été prononcé par consentement mutuel, discrètement, sans drame, car Camille savait qu'il ne valait mieux pas faire traîner les choses après que tout a éclaté au grand jour. Le poste de Laurent, terminé. Leur réputation dans leur secteur respectif, réduite en cendres, mais pas par ma faute. Juste par la vérité. Le genre de vérité qui n'a pas besoin de cris pour raisonner. Quant à moi, j'ai déménagé, j'ai pris un nouveau départ. J'ai lancé un petit cabinet de conseil en logistique. Rien de tapax en grave-l'œil, mais c'est le mien. Je loue un petit endroit près de Léo, rien de luxueux, juste paisible. Et il y a 2 semaines, j'ai rencontré quelqu'un. Pas de manière dramatique, pas une simple relation pansement, juste une vraie personne avec des yeux gentils et des mots honnêtes. On prend notre temps, et je ris à nouveau. Pas le rire poli que je feignais quand les choses semblaient bizarres. De vrai rire. Je pensais autrefois que partir signifiait échouer, mais il s'avère que même aller a été la première véritable victoire que je me suis jamais offerte.